Service après-vente de l'archéologie, bonjour. Oui, bonjour, Federmode de Normandia, buveur de compos sportif. Je suis passé dans un champ dernièrement et j'ai vu des archéos, sûrement des agents du Vatican, qui marchaient en ligne là. Limite, ils se tenaient par la main. Vous avez des trucs à dire dessus? Eh bien, mon cher Naconspi, vous avez certainement assisté à une étape préliminaire à l'ouverture ou non d'un chantier de fouilles qu'on appelle la prospection. Il y a pas mal de genres de prospection qu'on aborde tranquillement, et vous avez assisté à la plus évidente et la moins coûteuse en cash, la prospection pédestre. Comme son nom l'indique, la prospection pédestre, c'est tout simplement le fait de marcher. Enfin, on ne parle pas de flâner après les labours. C'est un arpentage actif qui se fait dans certaines conditions afin que cette prospection soit optimale. Plusieurs raisons peuvent amener les archéologues à se lancer dans ce genre de manœuvre. Des habitants peuvent avoir récupéré des objets physiques, parfois détenus par le musée local ou une administration, et on ne sait pas réellement comment ils ont pu se retrouver dans le coin, ni d'où ils viennent. Des sources peuvent indiquer la présence d'une structure à l'emplacement incertain. Ça peut être un dessin sur une carte, la mention d'un établissement ou un lieu-dit dans les archives. Plus aléatoirement, la toponymie peut être un indice, mais les noms de lieux ne sont pas forcément aussi anciens et caractéristiques que ce qu'on peut croire. De même pour les sources orales et locales. Les rumeurs vont bon train dans tous les villages et les légendes sont parfois fondées, et parfois absolument pas. Le manque de connaissances du secteur peut pousser des chercheurs à vouloir renseigner la carte archéologique. Et si aucune des sources précédentes n'évoque quelconque information, alors l'enquête archéologique sur le terrain reste le principal outil pour découvrir des informations sur des zones jusqu'alors non étudiées. Alors il y a un site archéologique là où ils se baladaient? Faire de la prospection ne veut pas forcément dire qu'il y a un site en dessous d'où cette prospection est faite. Mais pour comprendre pourquoi ce n'est pas si évident, il faut comprendre comment ça fonctionne. Traditionnellement, la prospection est à la base de la discipline. L'équipe de chercheurs va quadriller la zone, avec diverses organisations, en rang, en quinconce ou par secteur, à la recherche d'artefacts ou d'autres indicateurs archéologiques à la surface. On en a parlé rapidement dans un appel précédent, mais les labours font parfois remonter des artefacts à la surface. Et c'est donc tout naturellement, après les labours, et encore plus efficacement après les labours et de la pluie pour lessiver le sol, que les prospections sont les plus aisées. Bien entendu, si votre terrain est en pente, labouré très profondément depuis des décennies et régulièrement parcouru par les détectoristes, il y a peu de chances que ce type de prospection donne grand-chose. Et marcher comme ça en ligne dans un champ, ça suffit pour savoir à coup sûr s'il y aura un site en dessous? Un élément capital, c'est l'expérience du prospecteur. Et il est toujours bon d'avoir divers spécialistes dans une équipe de prospection, car les préhistoriens pourront identifier des fragments de pierre taillés à côté desquels des modernistes seraient passés sans les voir. Tout comme vous ne pourrez vous passer d'un bon pâtissier, et vous savez très bien pourquoi. Si vous ne savez pas pourquoi, je ne peux que vous encourager à vous abonner et à aller voir les autres services après-vente de l'archéologie. Comme n'importe quelle opération archéologique, la récolte, même méthodique des indices et artefacts de surface, est en soi une destruction. Il faut maîtriser la méthode. Ah oui, ça colle pas mal avec ce que vous avez expliqué sur le contexte et la détection. Même si nous n'abordons que les prospections physiques à l'œil nu ou presque, il ne faut pas négliger les apports technologiques. En premier lieu, les systèmes de référencement GPS ou GNSS qui permettent de localiser avec une très grande précision le moindre indice découvert lors de ces arpentages. La mise en place de systèmes d'information géographique, couplés aux données récupérées lors de fouilles et ou de prospection, est un atout majeur pour l'archéologue. Car oui, si une prospection a donné lieu à une fouille, alors on peut prédire la chose suivante. Si l'on pense être dans un secteur identique, alors les objets ou fragments d'objets trouvés devraient être, à peu de choses près, les mêmes. Si vous prospectez au-dessus d'un temple dédié à la sacro-sainte forêt noire, et que des mois plus tôt vous avez prospecté et fouillé le même genre de temple, alors vous savez que lors de la prospection, vous avez trouvé des éclats de génoise et des traces de crème. Rien ne dit que vous trouverez les mêmes éléments. Et rien ne dit non plus que vous ne pourrez pas trouver des copeaux de chocolat et des fragments de cerises. Pire encore, vous pourriez trouver des indices qui ne seraient que les restes d'une destruction et qui ne prouveraient en rien de l'existence de vestiges en sous-sol. Donc en gros, c'est pas parce qu'on trouve des trucs qu'on sait ce qu'il y a en dessous, et même quand on trouve rien, on peut avoir d'autres traces. En gros, c'est tout à fait ça. Mais bon, en général, quand une prospection donne des bons résultats, on peut envisager que les vestiges sont bien réels. Et ce genre de démarche pèse parfois un poids certain dans les dossiers de demande d'ouverture de fouilles archéologiques programmées.
Donc, si vous voulez protéger l'histoire et la culture, ne détruisez pas la carte archéologique. Ne pillez pas le contexte. Une question qui nous vient de Harley Miu Miu, bébé archéo, directement des commentaires. Comment vous datez une couche du sol par rapport à une autre? Vous faites comme Connor dans Detroit Become Human? Vous la léchez? Bien déjà, j'en profite pour vous inviter à partager ces petits formats et à poser vos questions en commentaire. Merci pour ceux qui le font parce que ça aide beaucoup la chaîne. Et si vous voulez soutenir à un niveau supérieur, le Tipeee est ouvert. Mais pour dater une couche du sol, la première chose à faire, c'est de se baser sur la stratigraphie. En remettant en contexte toutes les couches que l'on trouve sur un site, on a une très bonne idée de la datation des couches les unes par rapport aux autres. Et pour avoir une datation plus absolue, bien entendu qu'on lèche la terre. Non, ne faites jamais ça. Je vous rappelle que j'ai fouillé une laverie de minerais de plomb argentifère dont certaines couches contenaient pas loin de 40% de plomb. Plus sérieusement, on peut se baser sur des analyses physico-chimiques ou des référentiels chronotypologiques. Mais pour tout ça, je vous demanderai un peu de patience, parce qu'on y reviendra très prochainement. Et concernant Detroit, j'ai envie de vous demander... Who's your tiger?